Alors, pour la prochaine présentation, la prochaine conférence nous propose une rétrospective sur un projet de fouille archéologique qui a été conduit à Couillon en 2023. Et on a toute une équipe qui va venir nous en parler. Cette équipe est constituée de Maude-Emmanuelle Lambert, une spécialiste de l'histoire environnementale canadienne, du tourisme et des transports. C'est aussi une vétérane des rencontres du patrimoine. C'est sa 5e participation aux rencontres, donc elle est là depuis le début. Et c'est sa 3e participation à titre de conférencière. Elle est accompagnée d'Audrey Lapointe, enseignante à l'École de la Vallée des Voyageurs, une autre habituée des rencontres. C'est sa 4e participation et sa première à titre de conférencière. Et on a aussi le grand plaisir d'accueillir une nouvelle participante, Ingrid Cole, étudiante à l'École secondaire Grande-Rivière, pour sa première participation à titre de conférencière. Souhaitons-leur tous ensemble la bienvenue. Alors, Kakina, bonjour, hi everyone. On est vraiment très content d'être ici pour vous parler du projet Archéo-Pontiac. Mais avant, je vais faire un petit sondage dans la salle à main levée. Qui d'entre vous a déjà pensé, rêvé, imaginé peut-être un jour devenir archéologue? Pour vrai? Je m'en doutais. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça à un archéologue. « Ah, quand j'étais petit, je voulais être archéologue. » Probablement qu'il a poliment roulé des yeux dans sa tête et qu'il vous a répondu « Ah, je me fais dire ça souvent. » Mais c'est une bonne nouvelle pour un projet comme le projet Archéo-Pontiac parce que c'est un projet de science citoyenne et on veut que toutes ces personnes-là qui ont rêvé peut-être un jour devenir archéologues viennent avec nous participer à des fouilles archéologiques publiques. Donc, ce projet-là a eu lieu en septembre dernier. 6 jours de fouilles, 4 jours de fouilles publiques, 2 jours pour les écoles, plus d'une centaine de participants, plus d'une dizaine de bénévoles impliqués. Bref, le projet a vraiment été un succès. Ça se passait à Couillon, à la Pointe-Améndienne. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, en fait, c'est vous présenter un peu la genèse de ce projet-là, les résultats des fouilles, évidemment, puis aussi qu'est-ce qu'on anticipe pour l'avenir. Pour ce faire, on a l'honneur, la chance, le grand plaisir d'avoir avec nous Ingrid, en fait, qui a participé au projet, qui a créé cette étincelle, qui nous a donné envie de mettre en place le projet Archéo-Pontiac. Alors, Ingrid, je te laisse parler de l'expérience que tu as vécue. Bonjour. OK, ça marche. Donc, moi, j'étais en 6e année quand on a fait une sortie. On commémorait la journée de vérité et réconciliation, donc on était en vélo. Et surtout les petits vélos, on avait accroché des banderoles oranges pour commémorer cette journée-là. On s'était assis au vignoble, toutes les classes, donc il y avait le 2e et le 3e cycle. On s'est tous assis en rond et il y avait un archéologue qui était présent avec nous, qui s'appelle Yann Badgeley. Il nous a présenté des artefacts, puis il nous a laissé y toucher. Donc, entre autres, là-dedans, je me souviens surtout qu'il y avait une pointe de flèche et un vase avec des morceaux manquants. Puis l'archéologue nous avait dit que quand on touchait à ces objets-là, on était directement en contact avec la personne qui les avait créés. Ce que j'avais trouvé vraiment intéressant. Puis il disait vraiment que quand nous, on touchait à ces objets-là, c'est pas nous qui allions les détruire. Il avait passé plusieurs millénaires sous terre, donc c'est pas nos petites mains d'enfants qui allaient les abîmer. Et pour lui, c'était vraiment important qu'on puisse toucher à ces objets-là et qu'ils n'étaient pas derrière une vitrine, qu'on puisse les voir et comprendre à quoi ils servaient. Donc, après ça, on s'est rendu sur le bord de la Pointe-Améndienne. Donc, il nous a encore expliqué la présence des Autochtones sur le territoire pendant de nombreuses milliers d'années, dans le fond. Et on a encore pu toucher à des objets, donc ça, c'était vraiment le fun. Et ma mère était là aussi pour nous parler de ça. Donc, c'est ça. C'était mon expérience pour l'étincelle du projet. Vous avez peut-être deviné qu'Ingrid était mon élève à cette époque-là, et donc qu'avec la collaboration de d'autres enseignants de l'école, on avait mis sur pied ce projet-là. Et lors de cette journée-là, vraiment, moi, j'ai eu une espèce de grande révélation. Premièrement, de voir des élèves de 3, 4, 5, 6e année vivre cette aventure, partir en vélo de l'école, être en nature,
être en contact avec des objets millénaires, être intéressé par le patrimoine local, je me suis dit, OK, attends, il y a quelque chose vraiment d'intéressant là qu'on doit continuer à faire. De voir Maude, en fait, parce qu'on avait des petites conférences organisées pour les élèves, de voir Maude expliquer et de moi prendre connaissance, en fait, de la richesse incroyable de ce site-là. J'ai vraiment eu une révélation. Je me suis dit, wow, j'en connaissais un petit peu sur le Pontiac, mais vraiment de voir l'importance, je pense, précoloniale et coloniale de ce site-là, j'ai eu une inspiration. Et finalement, de voir Rian interagir avec les enfants, leur présenter des objets d'archéologie, transmettre cette passion-là de l'archéologie, j'étais vraiment branchée sur le 240 à la fin de la journée. Et ça m'a pas pris beaucoup d'énergie pour convaincre Maude et Yann d'embarquer dans un projet comme ça. Donc, au départ, on ne savait pas exactement qu'est-ce que ça allait donner, mais tranquillement, ça a donné cette idée-là du projet des fouilles archéologiques publiques. Chemin faisant, Jean-Luc Pilon s'est greffé à notre équipe. Puis bref, je ne ferai pas le résumé du projet, mais on a travaillé très fort pour arriver à ce projet-là. Prochaine slide. Ce que je dois dire toutefois, c'est que le projet a été rendu possible grâce à la MRC des Collines par l'entremise de l'entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec. La Caisse des Jardins, qui était vraiment un morceau très important du montage financier. La municipalité de Pontiac, ça aurait été impossible de faire le projet sans la municipalité de Pontiac derrière nous pour tout ce qui était vraiment ressources matérielles, ressources humaines. La Société d'histoire aussi, qui a mis de la poule à la roue de différentes façons dans le projet. Et finalement, bon, le député André Fortin qui arrive toujours à trouver un peu d'argent quand on lui présente des projets intéressants. Mais aussi, ce projet-là a été rendu possible grâce aux Amis du Saut des Chats, qui est un OBNL qui fait depuis 2017 des activités d'interprétation du patrimoine culturel et naturel dans la région. Et on a la chance d'avoir avec nous la cofondatrice, ex-présidente de cette OBNL-là, qui va venir justement nous parler, nous présenter l'intérêt historique du site de la Pointe-à-l'Indienne et aussi le cheminement qu'on a fait pour arriver à prendre la décision de s'installer là pour faire les fouilles archéologiques publiques. Alors, Maude, à toi le micro. Merci Audrey. Donc, au printemps 2023, on avait demandé à la coopérative Artefactuelle de réaliser un constat de potentiel archéologique de la municipalité de Pontiac. L'objectif, c'était vraiment de dresser la liste des sites connus, mais aussi des zones de potentiel archéologique. Personne d'entre nous est archéologue, donc on a travaillé avec des professionnels. C'est important pour nous de faire un choix éclairé aussi là, sur le site où auraient lieu ces fouilles publiques-là. Donc, on souhaitait un site sur lequel des artefacts avaient déjà été trouvés, mais qui avait encore un potentiel là, de découverte afin que le public puisse expérimenter les fouilles. Aussi, un site le plus possible intact, qui n'avait pas fait l'objet de pillage. On sait que c'est une grande problématique dans la région. Puis il y avait tous les aspects pratico-pratiques, donc un terrain dégagé, un terrain sécuritaire, parce qu'on devait accueillir des classes scolaires. Puis il y avait aussi la question de l'accessibilité. Là, on voulait que ça soit à proximité des deux écoles là, du village de Couillon. Donc, puis le secteur du Saut des Chats nous semblait vraiment intéressant parce qu'il y avait plusieurs de ces sites comme ça qui rencontraient ces critères. Pour ceux qui ne savent pas, le Saut des Chats, c'est un terme qui fait référence à une dizaine de chutes et de rapides là, qui étaient sur la rivière des Outaouais supérieurs, près d'une 50aine de kilomètres de la ville actuelle de Gatineau. Aujourd'hui, on y trouve un barrage qu'on appelle le barrage de la chute des Chats. C'est un secteur qui se situe à la hauteur des villages de Couillon, Bristol, mais aussi de la ville de Fitzroy-Harbor, là, du côté de l'Ontario. Donc, je peux peut-être rappeler là, certains éléments intéressants là, de ce secteur-là. Donc, c'était un site d'un portage majeur et difficile qui était fréquenté par les peuples autochtones et les voyageurs. Puis c'est une présence qui est attestée par des différents témoignages puis des documents cartographiques. On y trouve aussi les vestiges d'un poste de traite, des glissoires, des scieries, des chantiers opérés par certains des entrepreneurs les plus connus de la vallée d'Outaouais, comme les Wright, John Egan et Joseph Aumont. Les chutes aussi ont fait l'objet là, de différents projets majeurs, comme un chemin à traction chevaline, mais aussi un canal là, qui devait relier la rivière des Outaouais au Grand Lac. Vous avez peut-être entendu parler de ça il y a 2 ans. Mais ce qui est moins connu, c'est que l'acquisition au début des années 70 par la Commission de la capitale nationale de plusieurs terrains avait aussi généré tout un chantier de recherche. La CCN, mais aussi le Musée de l'Homme, aujourd'hui le Musée canadien de l'Histoire, et le ministère des Affaires culturelles du Québec avaient fait des inspections visuelles, des travaux de reconnaissance, ainsi que des fouilles archéologiques là, à la Pointe-à-l'Indienne, mais aussi dans le secteur de l'ancien village de Pontiac, là, qui avait été développé par Wright et Egan.
c'est ça, nous, à la fin de l'été 2023, avec les archéologues d'Artefactuels puis des bénévoles, des amis, on s'est rendu sur le terrain afin de déterminer quel site serait le plus propice à des fouilles publiques, là. Donc, on peut voir mon fils là, qui est en train d'explorer. C'est ça, notre objectif principal, c'était de retrouver une structure de bâtiment qui avait été identifiée par l'archéologue Richard Luger en 1978 dans le cadre de sa reconnaissance des postes de traite en Outaouais. Luger avait mis à jour plusieurs artefacts du 19e siècle puis avait dégagé des fondations qui correspondaient à un bâtiment qui aurait été construit à la fin des années 1820 là, par la compagnie de la baie d'Oudson, qui aurait été démoli à la fin du 19e siècle. Mais ça, la principale difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de coordonnées géographiques, on avait des coordonnées un peu approximatives, mais on a utilisé des photographies d'époque qui montraient l'UG sur le site, puis en comparant justement avec la végétation, la position de la route, mais aussi en faisant une battue sur le terrain, puis en observant les dénivellations, on a pu retrouver l'emplacement. Donc, quelques mots sur le poste de traite des chats. Il est situé sur un site stratégique là, sur la pointe, à la rencontre de la rivière Couillon, Carp, bien sûr la rivière des Outaouais. Les pêcheurs locaux là, vous diront là, que c'est un super bon spot. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est sur la pointe, on voit très, très bien les gens arriver du portage, mais aussi les gens qui s'apprêtent à le faire. Mais c'est ça, ça n'a jamais été un poste de traite, le poste des chats n'a jamais été un poste de traite qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la traite des fourrures. C'était surtout un endroit pour s'arrêter avant ou après le portage afin de se reposer et s'approvisionner. Les trois moments clés dans l'histoire là, de cet établissement-là, les débuts de la ferme de Joseph Mondion de 1786 à 1800, qui est considéré, là, Mondion est un squatteur, mais il est considéré comme un premier établissement permanent là, d'origine européenne là, sur le cours de l'Outaouais supérieur. Donc, toute la portion en amont là, de l'actuelle ville de Gatineau. Il y a aussi toute la période où le poste va être administré par la compagnie de la baie d'Oudson. Donc, on va utiliser la maison de Joseph Mondion pour établir un poste de traite. Ça, c'est de 1804 à 1821. Là, je passe vite, là. Puis ensuite, on sait que la compagnie du Nord-Ouest va fusionner avec la compagnie de la baie d'Oudson. Donc, le poste va être en opération sous l'égide de la baie d'Oudson de 1821 à 1837. Puis en 28, ce qui va arriver, c'est que la compagnie a l'intention d'en faire un poste un peu plus important. Donc, elle va projeter d'ériger des nouveaux bâtiments, notamment une maison, une écurie, mais aussi une étable. Mais le commerce de la traite va décliner là, dans les années 1830. Puis en 1937, la compagnie de la baie d'Oudson va cesser ses activités au chat. Mais l'endroit va continuer d'être un point d'arrêt sur la rivière. Puis la pointe va changer de nom au fil du temps. Là, on la connaît sous le nom de Mundian Point, mais aussi Hudson Point, Julian Point et aujourd'hui Pointe à l'Indienne. Je vais laisser la parole à nouveau à Ingrid qui va venir nous parler de son expérience des fouilles. Ah, c'est correct. Okay. Donc, rebonjour. Donc, moi, j'avais décidé de participer aux fouilles publiques parce que, premièrement, il était près de chez moi, donc c'était facile d'y aller en vélo. Et aussi, ma mère m'avait proposé d'écrire un article pour le journal étudiant de mon école. Donc, je me suis dit que c'était une excellente idée. Donc, j'y suis allée. J'étais allée une journée, mais finalement, j'étais allée la deuxième aussi. J'ai trouvé que c'était trop le fun. Donc, les fouilles étaient vraiment divisées comme un peu en 3 stations. Donc, il y avait les fouilles telles quelles, où on était sur des petits carrés 1 mètre par 1 mètre. Donc, chacun avait son coin. Et ce qui était le fun, c'est que tu commençais à chercher. Puis là, tout à coup, tu te mettais à parler avec les gens. Puis là aussi, plus la journée allait, plus tout à coup, tu oubliais le temps passé. Et là, tu levais la tête, puis tu étais comme « Oh, ça fait-tu vraiment 2 heures? Je suis ici. Je pensais que ça faisait 3 secondes. » Donc, ça passe vraiment vite. Et après ça, il y avait aussi le tamisage. Je pense que c'était mon activité préférée. Donc, dans le fond, on prenait la terre et on la passait au tamis. On trouvait des échantillons de vitres et de poteries qu'on n'avait pas vu avec nos yeux. Puis, ce qui était le fun aussi, c'est qu'on trouvait beaucoup de vers de terre en faisant cela. Donc, à la fin de la journée, j'avais une bonne poignée et je m'étais amusée à les jeter sur mon petit frère. Donc, c'était vraiment une très, très bonne expérience.
Il y avait aussi le nettoyage. Donc, c'était une station qui était à l'ombre. Donc, ça, c'était vraiment agréable. Donc, on nettoyait les bouts de verre et de poterie qu'on avait trouvés tout le long de la journée. Il y avait également une collection locale amenée par une personne du village qu'on avait pu nettoyer. Donc, on s'était amusé à reconstituer la poterie. Et on avait aussi fait un flacon en vitre qu'on avait réussi à refaire comme ça. Donc, c'est vraiment agréable. Et ce qui était le fun aussi dans cette activité-là, c'est pendant qu'on nettoyait avec nos petites brosses à dents, on parlait avec les gens autour de nous. Donc, on faisait de nouvelles connaissances et c'était vraiment agréable. Et moi, j'avais eu la chance d'interviewer les archéologues. Donc, ils m'avaient vraiment expliqué en détail comment identifier des objets, donc les clous, les bouts de poterie. Donc, j'avais trouvé que c'était vraiment chouette. Et en conclusion, ça m'a vraiment aidé à comprendre c'était quoi l'archéologie. C'est pas comme dans Indiana Jones, je vais vous le dire, mais sincèrement, c'est vraiment très amusant. Et aussi, j'ai vraiment pu comprendre mieux mon patrimoine et la présence des Autochtones dans ma région et comment c'était vraiment l'archéologie. Donc, j'ai trouvé que c'était génial. Merci beaucoup. Merci Ingrid pour ce beau partage de ton expérience de sciences citoyennes. Alors, on s'inscrit dans ce mouvement-là. C'est un mouvement qui prend quand même de l'ampleur, les sciences citoyennes. On le voit avec la Commission de la capitale nationale qui fait les fouilles archéologiques publiques, mais on le voit aussi avec différents organismes comme par exemple Québec Oiseaux qui va demander aux gens de participer à des blitz d'identification des oiseaux à certains moments de l'année pour justement essayer d'accumuler de façon peut-être plus systématique des données puis avoir un portrait un peu plus global. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont participé au colloque Muséo Connexion, on a beaucoup fait référence à cette idée-là, en fait, en parlant d'agentivité, de co-construction, de co-enseignement, de collaboration. Bref, cette idée-là de mettre la personne ou le citoyen au centre de son apprentissage, mais aussi de la participation, en fait, à cette construction-là des savoirs, c'est quelque chose qui est quand même en mouvance dans le milieu culturel de façon générale là, au Québec. Mais en ce qui concerne la science citoyenne, si vous avez eu la chance de vous retrouver autour d'un carré de fouille d'1 mètre par 1 mètre, on est quand même en proximité avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis là, on commence à donner les coups de truelle. Et comme dit toujours mon ami Jean-Luc, on est peut-être à un coup de truelle de trouver un trésor. C'est ce qui fait que ça devient un peu obsessif, puis qu'on passe 2 heures, puis qu'on s'en rend pas compte parce qu'on espère. Bref, autour du carré de fouille, avec ces gens-là qu'on ne connaît pas, on commence à gratter la truelle. On se présente un peu, on fait des blagues pour briser la glace. Et là, il vient un moment où le silence s'installe parce qu'on se connaît pas vraiment. Puis là, il y a le bruit de la truelle qui gratte. Puis à un moment donné, on entend des gens qui s'exclament parce que là, ils sont excités parce qu'ils ont trouvé un beau clou rouillé ou un morceau de verre. On ne sait pas trop à quoi ça appartient. Mais bref, le silence s'installe encore, puis là, les gens commencent à jaser, commencent à spontanément partager des idées, poser des questions. Et pour moi, c'est là le plus beau moment de la science citoyenne, c'est quand, dans cet univers de super connectivité, de médias sociaux hyper présents, quand on arrive à recréer cette communauté-là avec des gens qu'on ne connaît pas vraiment, je vous garantis qu'à la fin de la journée, on part avec le sourire. Et c'est ce qui s'est passé à Archéo-Pontiac. On a vécu une expérience citoyenne où on était holistiquement impliqués. Notre corps était impliqué, notre cœur était impliqué, puis notre esprit était impliqué dans ce mouvement-là. Et c'est certainement une des plus belles choses qu'on peut retenir du projet Archéo-Pontiac. Ceci dit, on n'a pas juste fait ça, développer des liens, on a aussi trouvé des choses super intéressantes sur cet ancien poste de traite de la Compagnie de la baie du Son. Et Maude va nous partager justement une partie des découvertes qui ont été faites sur ce site. Merci Audrey. Donc, c'est ça, les recherches avec le public ont mené quand même à la découverte là, de nouveaux vestiges de fondations là, sur le site qui n'avaient pas été dégagés par des fouilles précédentes, ce qui est très, très, très excitant. Puis ça confirme aussi le potentiel là, archéologique résiduel du site. L'état de préservation aussi des sols était vraiment intéressant. On voyait que ça n'avait pas été perturbé. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais les archéologues étaient vraiment contents. Au total, il y a 5 segments de vestiges en pierre maçonnée là, qui ont été dégagés, là, comme vous voyez sur la photo. Donc, il y a 5 coins comme ça, 5 vestiges. Ce qui est important de dire, c'est que ces segments appartiennent à 2 bâtiments distincts. On a un qui était de grande dimension, puis un autre qui était de plus petite dimension.
Le grand bâtiment serait possiblement la maison principale ou encore le magasin construit par la Compagnie de la baie d'Hudson à partir de 1828. Quant au deuxième, plus petit, pourrait être un bâtiment secondaire du poste. Il est possible aussi qu'il soit antérieur au plus grand en raison des artefacts plus anciens là, qui ont été trouvés dans ces sols. L'emplacement des bâtiments aussi semble corroborer avec la cartographie ancienne. Là. Comme on voit, là, j'ai fait un petit agrandissement d'une carte. Les artefacts trouvés le long de la fondation du plus petit bâtiment seraient du tournant du 18e et 19e siècle, alors que ceux trouvés le long du grand seraient d'avant les années 1850. Il s'agit de testons de terre cuite, de verres à bouteilles, sans grande surprise, de foyers, de tuyaux, de pipes à fumer en terre cuite, du verre à vitre, ainsi que des pièces de quincaillerie d'architecture. Aussi, on a trouvé des boutons, j'ai une petite photo ici, là, des boutons et des boucles en cuivre, des épingles de laiton, des boutons en os et en acre, en tout cas, puis aussi beaucoup de rejetables là, d'origine animale. Certains objets aussi, là, tels qu'une dent de castor et une perle de verre, seraient peut-être aussi des témoins d'échanges à l'intérieur du poste de traite. Tous ces objets-là ont été envoyés en laboratoire là, pour se faire expertiser. On devrait avoir le rapport à l'été. Les résultats qui ont été soulignés par les participants, mais c'est cette prise de conscience-là de la richesse de l'histoire de l'Outaouais, le plaisir d'interagir avec les gens qui sont présents, mais aussi les archéologues, les historiens qui étaient sur place. Puis aussi, cette idée-là là, de créer un lien là, tangible, là, très matériel aussi, là, de pouvoir le toucher avec l'histoire et le territoire. Puis moi, personnellement, là, en tant qu'historienne là, qui m'intéresse à ce secteur-là depuis une dizaine d'années, ça m'amène aussi à revisiter certaines des interprétations historiques de notre région. Je me rends compte qu'on connaît vraiment très mal l'histoire du peuplement du début des années 1800 là, dans le secteur là, de l'Outaouais supérieur puis du Pontiac. Un peuplement qui est européen, qui est métissé. Puis c'est ça, à mon avis, c'est vraiment important de continuer de documenter un site comme celui-là pour comprendre les échanges entre les communautés, mais aussi, c'est aussi une période, la fin d'une période clé là, de l'histoire économique du Canada et de l'Outaouais, là, la traite des fourrures, puis le début d'une nouvelle activité, puis de la coexistence aussi de ces deux activités-là. Donc, voilà. En conclusion, en 38 secondes, ce projet-là a commencé avec des élèves et on espère sincèrement que ce projet-là va continuer avec des élèves. Donc, si vous faites partie de la profession enseignante, peu importe le niveau d'enseignement auquel vous participez, il y aura des fouilles en septembre 2024. Il y aura des journées réservées pour les institutions scolaires, académiques. Donc, faut changer la slide. Oui. Donc, contactez-nous parce qu'on veut vraiment que les étudiants puissent avoir la chance de vivre ça. Deuxième chose, si vous êtes une personne passionnée du patrimoine et que vous aimeriez participer au projet Archéo-Pontiac de façon bénévole, c'est sûr que pour opérationnaliser les fouilles de 2024, on va avoir besoin des gens. Alors, encore une fois, contactez-nous et finalement, si vous êtes des passionnés d'histoire, ce qui est probablement le cas, ou d'archéologie, que vous aimeriez venir passer ce moment-là avec nous, pas nécessairement pour fouiller. Il y a des gens qui sont venus vraiment parce que lors des fouilles, on a des ateliers aussi d'interprétation historique. Il y a plein de choses intéressantes sur le site de la Pointe à l'Indienne qu'on peut aller visiter quand on est rendu là. Donc, on n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes dans un trou puis de gratter. On peut juste aller là, rencontrer des gens qui sont des passionnés d'histoire, puis découvrir aussi une partie du Pontiac qui est une région vraiment sous-estimée, mal aimée de l'Outaouais parce qu'il y a plein de trésors qui se trouvent dans le Pontiac. Alors, mettez à votre agenda les dates 21 et 22 septembre, 28 et 29 septembre, ce seront les fins de semaine des fouilles archéologiques publiques à venir et les journées pour les écoles seront entre ces deux fins de semaine-là. Sur ces belles paroles sages, on vous dit miigwech.